Question apéritif pour démarrer l'émission, un peu mondiale, l'Europe dindon de la farce. Alors ça a été le fil rouge de tous ces derniers jours, notamment dans l'émission. Voilà, cette question du taux minimum d'imposition des multinationales à l'échelon international avec cet accord obtenu le week-end dernier à Londres, lors du sommet du G7 des ministres des Finances. Voilà, ça doit être validé tout ça. Mais voilà, en creusant, d'ores et déjà, voilà, on a commencé à trouver des éléments intéressants, amusants, voire un peu déconcertant. Regardez ce papier des Échos un peu mondial. Ces multinationales françaises touchées par la réforme. Bon, remarquez, pourquoi pas, il n'y a pas de raison qu'effectivement ça ne concerne que certaines entreprises, notamment américaines, même si on imaginait que c'était les premières, entre guillemets, victimes, ou en tout cas cibles de cette réforme. Alors voilà, on nous dit les Français Air Liquide, LVMH ou L'Oréal rempliraient bien les critères. Ce qui est plus un petit peu étonnant, c'est d'imaginer qu'il y avait un sous-critère, il fallait faire 10% de marge, et que la plus grosse entreprise du monde, Amazon, dans sa partie e-commerce, parce que c'est un distributeur et que dans le commerce on ne fait pas 10 points de marge, et bien de fait échapperait à cet impôt possiblement compte tenu de ces critères. Là, ça commence à interroger. Et puis, en fait, le Figaro remarque l'obstacle du Sénat américain. Et le correspondant, Pierre-Yves Dugas, il nous dit il n'y a que... Soyons clairs, il n'y a aucune chance que cet impôt mondial il soit validé par le Sénat américain, où, on le sait, la majorité démocrate est virtuelle, puisque c'est la voix de la vice-présidente qui, effectivement, l'emporte. Les républicains sont hostiles à la réforme de la taxation des multinationales soutenue par Biden, sous-entendu, vers quoi on se dirige? Vers un truc qui a été impulsé par les Américains et qui va s'appliquer aux Européens. Je suis un peu... Et du coup, voilà, d'où l'expression dindon de la farce, là, qui est écrit en bas de l'écran. Je suis un petit peu caricatural. Comment vous jugez les choses, Christian? Oui, et puis en plus, est-ce que dans 4 ans, tout ça n'est pas remis en cause? Dans 3 ans maintenant, voilà. En plus, les Américains pourraient sortir très vite de l'accord. Alors, sur le fond, c'est très bien, parce qu'il s'agit quand même d'éviter une concurrence déloyale. Alors, concurrence déloyale entre États, puisque aujourd'hui, un petit pays comme l'Irlande, même s'il fiscalise qu'à 2-3% les profits d'une multinationale, c'est énorme pour la taille du pays. Oui, ça lui fait et quand donc même, ça, c'est lui quand même un rapporte de élément l'argent. important de mettre ça à plat. Et puis, concurrence vis-à-vis de ces groupes qui sont presque pas imposés et qui peuvent investir énormément, facilement. Et donc, ça crée beaucoup de distorsions. Alors, sur le fond, c'est une bonne idée. C'est simple sur le papier, mais après, on se retrouve avec des normes fiscales différentes d'un pays à l'autre, des normes comptables différentes, et puis derrière, on s'aperçoit qu'il y a forcément des gagnants et des perdants. Si LVMH réalise une partie de ses profits aux États-Unis et était imposé en France, eh ben, ça veut dire que ce qui rentrait dans les caisses françaises, ça va rentrer dans les caisses américaines. L'inverse, c'est vrai aussi. Hein. Donc derrière, c'est pas neutre, c'est jamais neutre contre la fiscalité. Et puis surtout, on se retrouve avec une usine à gaz, forcément, parce que derrière, il y a une base fiscale qui est complètement différente d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce qu'on prend en compte les déductions d'impôts, les mêmes? Donc ça veut dire qu'il y a tout ce qui est crédit d'impôt. Donc on sent que sur l'idée qui est simple, qui est facile, ça vous savez, c'est un peu comme la retraite à points. C'était facile quand on le disait en une phrase, puis derrière quand on est rentré dans le détail... Il y a toutes sortes de cas, voilà. spécifiques. Donc, et là, on commence à voir la réalité derrière qui sont très compliquées. Ceci dit, sur le fond, on peut que se réjouir de ça, mais après, pratiquement, quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit que il faudrait... Et on le voit avec l'Europe, c'est dans un premier temps, on unifie les normes comptables, on unifie les bases imposables, et après, vous mettez un impôt mondial. Mais on voit qu'au niveau mondial, ça reste quand même assez compliqué. Après, dernière chose, ce qui est une aberration, c'est de parler de marge d'exploitation. C'est-à-dire qu'une marge d'exploitation, ça ne veut rien dire en soi. Vous êtes dans les semi-conducteurs, vous avez forcément une marge d'exploitation énorme parce que vous avez un pourcentage d'investissement en R&D qui est important sur votre chiffre d'affaires. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, comme chaque usine vaut 10 milliards, effectivement... donc il faut forcément des marges d'exploitation élevées. À part, on le voit avec Amazon. Amazon, alors, attention, parce qu'il y a la partie service cloud, qui a une belle marge. Hein. Mais dans la partie commerce, on ne fait pas beaucoup de marge, on fait du volume. Donc derrière, je ne vois pas pourquoi on a mis en plus cet élément supplémentaire qui crée des distorsions là sectorielles. Et donc là, on retombe encore sur une fiscalité qui n'est pas juste. Pourquoi un distributeur qui en montant global sort des profits, serait moins imposé qu'une société qui fait pas beaucoup de chiffre d'affaires mais qui a une grosse marge, pas pour d'autres raisons, hein, pour des raisons propres à son secteur. Donc voilà, on voit que l'usine à gaz est ouverte, que politiquement c'est loin d'être fait, et que on voit surtout que c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'économie est mondiale, les entreprises sont mondiales, et derrière on est sur des lois nationales. Alors, avec l'Europe, on essaye d'unifier tout ça, c'est compliqué. Alors, je vous laisse imaginer au niveau du G20 derrière.
Et de l'OCDE, n'en parlons pas. Effectivement, on va dire que déjà, si on le faisait au niveau du G20, ça serait déjà pas mal vu le poids des différents pays du G20. Mais voilà, on sent que derrière, je pense que les fiscalistes de Google, etc., ils ont encore de beaux jours devant eux. Est-ce que ça veut dire Juliette, qu'il y a eu un peu trop d'enthousiasme un peu rapidement? Alors d'enthousiasme notamment politique, avec des déclarations sur tout ça, c'est historique. C'est notamment ce qu'a déclaré notre ministre des Finances à nous, Bruno Le Maire. C'est vrai que ça a été beaucoup commenté, puis voilà, on commence à creuser, on voit à la fois que politiquement c'est loin d'être gagné, et même dans la technique, dans la mécanique, c'est pas sûr que ça soit si bénéficiaire, que tout le monde ne soit autant bénéficiaire de cette réforme fiscale. C'est comme toujours en matière de fiscalité, ce que dit Christian, c'est souvent compliqué. Alors, la fiscalité est compliquée. Effectivement, je suis complètement d'accord avec Christian. Essayer de faire ça en plus au niveau mondial, c'est doublement compliqué. Après, j'ai quand même envie de dire, on a le droit d'être un petit peu chauviniste de temps en temps. Je pense à la taxe GAFA qui avait été instaurée. Je pense à l'arrêt du Conseil d'État qu'on a eu en décembre sur les établissements stables pour tout ce qui était virtuel. Ouais. Je vois là aujourd'hui ce qui est en train de se passer au niveau mondial, avec quand même les bases d'un accord qui ont été poussées par l'OCDE, qui sont poussés aussi par les politiques américains. Donc, je veux dire, au niveau du gouvernement aujourd'hui, c'est le cas. L'exécutif actuel, oui. On voit le problème d'Amazon, ok. Pour l'instant, il est en dessous de la marge. Bon, j'ai envie de dire, le dossier. Non, mais comme dit Christian, on se demande, tiens, ce truc-là est pas. Manifestement, on l'avait vu, les spécialistes l'avaient vu, mais les commentateurs, pas tout de suite. Voilà, mais laissons le temps. Je veux dire, il y a quand même un délai de 3 ans pour la mise en œuvre de tout ça, 2 ans. Donc, en plus, tout ça va se cumuler avec les plans de relance européens et ailleurs, parce qu'il va bien falloir financer tout ça quand même. Donc j'ai envie de dire, laissons la possibilité d'un accord mondial sur le sujet. D'accord, vous voulez quand même voir le bon côté des choses, non seulement dans le principe de l'initiative, et en imaginant que ça puisse quand même aller jusqu'au bout. Voilà, en sachant quand même qu'il va aussi falloir à un moment donné embarquer la Chine, et ça va être une autre paire de manches aussi. Oui. Avec la comptabilité chinoise. Avec la comptabilité chinoise. Sinon, c'est pas drôle. Oui, donc déjà, il faudra... Bon, donc à suivre, on ne va pas tout de suite doucher l'enthousiasme de départ, ce serait un petit peu tôt. Moi, je veux dire, Jeff Bezos, là, il ne payait pas d'impôts à plusieurs reprises. Amazon non plus. Si on arrive à rattraper Jeff Bezos plus Amazon, il y aurait quand même une logique de l'histoire, surtout après ce qu'on vient de vivre. En France, à une époque, on avait eu la... justice et de justesse. En France, à une époque, on avait eu la déclaration... de revenus du patron de Peugeot dans le Canard enchaîné, c'était il y a 30 ans. Là, on a les déclarations de revenus des plus grosses fortunes américaines qui... ça fait du bruit aux États-Unis, voilà, qui ont fuité, alors qui ont été publiées par une ONG qui s'appelle ProPublica, effectivement, où on apprend que les grandes fortunes, encore une fois, en respectant la lettre du texte, ont pu échapper à l'impôt sur le revenu, pour le coup, parce qu'ils avaient du patrimoine, mais pas forcément de revenus ni de dividendes colossales. Ça vous choque l'un et l'autre? Bon, voilà, c'est que des gens riches optimisent leur fiscalité personnelle. On peut l'imaginer aussi. Semble-t-il, il n'y a rien d'illégal. C'est que c'est des niches fiscales, comme on dit. Voilà. J'ai envie de dire, là, c'est pareil. Il y a aussi des réglementations qui se mettent en place pour essayer de combattre un petit peu la limite entre l'optimisation fiscale et le fait d'aller un peu trop loin dans la démarche. Je veux dire, on vient de subir une crise qui est sans précédent. On a eu des écarts de salaire qui sont creusés. On a quand même un certain nombre de pays dans le monde qui sont dans des états de difficultés économiques juste énormissimes. Donc oui, quand il y a ce genre de choses qui fuitent et qu'on voit qu'il y a des crédits d'impôt pour les enfants de notre ami Jeff Bezos, je dis oui, c'est peut-être bien quand même de regarder un petit peu le sujet, de se poser la question un tout petit peu d'une répartition de valeur. Je crois qu'il y a 4 000 $ de crédit impôt, un truc comme ça. Après, je mettrais juste un bémol. Il y a toujours un vrai problème en fiscalité si on raisonne en flux ou en stock. C'est-à-dire que le gros problème aujourd'hui, c'est de comparer les flux avec les stocks. On parle de milliardaires, mais on évalue leur patrimoine à l'instant T sur le dernier cours en bourse. En gros, on vous dit que ce qui s'est traité sur le marché financier, la dernière action qui s'est échangée, ça représente la valeur de toutes les actions qu'ils ont, donc de toute la valeur de leur magasin. Mais derrière, s'ils veulent vendre ce magasin, ils le vendront peut-être pas au dernier cours de bourse. Donc déjà, c'est une image un peu déformée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le revenu que vous recevez de vos actions. Alors c'est vrai que attention à ça, parce que je sais pas, mais si le patron de Moderna
est devenu très riche en quelques instants boursièrement, mais peut-être que dans 2 ans, tout ça aura disparu. Ouais. Donc attention à ça, c'est tout le problème de l'impôt sur la fortune, hein, parce qu'on taxe, et on l'a vu avec des biens immobiliers qui pouvaient flamber dans certains endroits en France. Les gens se retrouvaient, mais en réalité, ils vivaient dans leurs biens immobiliers, ils n'avaient pas non plus les revenus. Donc attention à ça, qu'est-ce qu'on taxe, quelle est la base fiscale. Après, c'est vrai que derrière, on le sait, il y a naturellement des moyens d'optimisation fiscale. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, les milliardaires ont aussi souvent des fondations, et c'est un gros moyen pour ne pas payer de l'impôt. Mais c'est très anglo-saxon, ça. Oui, et puis parfois, ils financent leur niveau de vie en empruntant, engageant ce qu'ils empruntent sur leurs actions. Après, et du coup, c'est de l'emprunt, donc c'est traité différemment, encore une fois. La base fiscale est réduite, en aide. Ouais. Voilà. Alors après, il faut faire la part des choses entre tout ça, et c'est vrai que on est sur des systèmes ultra complexes, mais qui touchent encore une fois une minorité de personnes. Et puis attention aussi aux raccourcis, parce qu'il ne faut pas non plus derrière. Je pense qu'on ne peut pas taxer quelqu'un qui a une start-up, qui voit sa valeur. Bien sûr, non, mais en l'occurrence. Donc voilà. Après, faut vraiment prendre au cas par cas et pas forcément faire une généralité de tout ça. Après, on peut effectivement, de fait, quand même se dire que le système peut être améliorable, de voir que M. Bezos reçoit un chèque du fisc américain et non pas à l'inverse. On se dit quand même. Après, attention, parce qu'il peut aussi avoir. Ça fait bizarre. Vous pouvez être prélevé à la source. Oui. Par exemple, j'ai toute ma fortune en obligations qui sont prélevées à la source. Je peux aussi avoir un. Vous avez une fortune prélevée à la source? Non, je n'ai pas une fortune, mais vous pouvez avoir aussi. Donc attention à l'aspect, il a reçu un chèque, oui, mais derrière, il peut y avoir aussi des mécanismes de fiscalité. Je ne dis pas que c'est le cas de M. Bezos, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aux gros titres. On se souvient du chèque de Mme Bettencourt, effectivement, qui avait beaucoup fait jaser, mais c'était parce que c'était un remboursement et d'un trop perçu, entre guillemets. C'est pas comme après, si elle. Est-ce qu'il est trop perçu ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Au fisc de décider si c'est légal ou pas. Mais derrière, c'est aussi un droit si c'est dans la règle fiscale. Donc attention aux raccourcis. Enfin, le papier dans le Wall Street, c'était surtout le sujet, c'était qu'il y avait eu des fuites. Là, le truc important, c'est parce que du coup, si les contribuables ne sont plus en confiance quand ils révèlent entre guillemets tout leur patrimoine, leurs différents revenus, etc. à l'administration, du coup, c'est une rupture aussi de. Je dirais que certains ne payent pas beaucoup d'impôts, alors parce qu'ils réussissaient pas si bien que ça dans les affaires. Je sais pas, on se souvient de M. Trump par exemple. Je crois qu'il payait vraiment pas d'impôts, mais il avait un vrai problème de rentabilité de ses affaires. Bon, en attendant, Jeff Bezos, il va partir dans les étoiles aussi. Voilà, enfin presque. Ça changerait les idées. Allez, tout de suite, premier débat qui en fait est quasiment un deuxième. On va s'intéresser tout de suite au dernier vote. On reste aux États-Unis. Au dernier vote au Congrès d'un package de $250 milliards pour la R&D dans le secteur de la technologie.